La deuxième partie de ce chapitre 4, qui porte sur l'étude des facteurs édaphiques, l'étude des sols, il va porter sur l'analyse des principaux caractères et les propriétés du sol. Dans cette partie-là, on va traiter surtout les parties physiques et chimiques. La partie biologique, on va la traiter dans la vidéo numéro 3 et dernière de ce chapitre. Alors, les propriétés physiques, l'origine du sol étant complexe, on a vu donc la vidéo précédente que c'est un complexe organo-minéral, donc il y a une partie organique qui vient des végétaux, des animaux, et la transformation de leur matière organique, et une partie qui vient de la roche-mère, donc il est minéral. Il va donc y avoir trois types de propriétés. Tout d'abord, des propriétés dites physiques. Des propriétés physiques qui traitent donc des aspects des minéraux surtout et leur organisation. Et bien sûr, il y aura des propriétés chimiques et des propriétés biologiques. Alors, les propriétés physiques, vous en avez trois. On peut distinguer ces trois propriétés physiques. Si vous prenez du sol entre les mains, vous avez, qu'on peut le sentir, est-ce qu'il est rugueux, est-ce qu'il contient du sable, est-ce qu'il contient des éléments, comment il est lié. Regardez, si on l'écrase entre les doigts, il va s'agglomérer. Donc, ça va nous permettre de distinguer trois types de textures, de propriétés physiques. La première propriété, c'est la texture du sol. Et il est issu donc de sa granulométrie, quels sont les éléments qui le composent, et de sa structure, c'est la deuxième propriété. Cette structure, elle dépend de comment ces éléments du sol s'organisent, et enfin la porosité, les vides qui contient le sol et qui vont permettre donc de la circulation de l'air et surtout de l'eau, qui est très importante à ce niveau-là. Alors, la texture du sol. La texture du sol, il fait référence à la taille et à la proportion des particules minérales qui composent le sol. Il est déterminé grâce à l'analyse granulométrique. Donc on fait une analyse granulométrique. Une analyse granulométrique qu'on fait surtout sur la fraction fine. Si on prend le petit tableau en bas, les éléments grossiers, on ne s'intéresse pas beaucoup. Les cailloux qui font de 2 à 20 cm, les graviers qui font 2 mm à 2 cm. Donc ça c'est grossier, on ne peut pas faire de l'analyse là-dessus, étant donné que ce sont des fragments de la roche-mère. Par contre, les éléments, les sables, grossiers ou fins, les limons, grossiers ou fins, et les argiles, ce sont des éléments finaux de l'altération de la roche-mère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les altérer au-delà de ce niveau-là. Et l'ensemble de ces éléments, vous avez ici les limites de leur taille, de leur diamètre. Les sables, c'est entre 0,05 mm jusqu'à 0,2 mm. Les sables grossiers un peu plus gros, 0,2 jusqu'à 2 mm. Les limons plus fins et bien sûr les argiles sont inférieurs à 2 microns. Ces éléments-là, ils constituent ce qu'on appelle la terre fine. Alors, c'est sur cette terre fine qu'on va faire une analyse granulométrique. L'analyse granulométrique, il consiste à déterminer quelle est la proportion, quel est le pourcentage de chacun de ces éléments. On peut aller dans le détail, sable grossier, sable fin, limon grossier, limon fin et argile, mais on peut se limiter juste au sable, au limon et au argile. On prend que ces trois catégories. Donc on va déterminer quelle est la proportion exprimée en pourcentage. Et comme ça, on va déterminer est-ce que le sol il est à dominance sableuse, est-ce qu'il est à dominance limoneuse, est-ce qu'il est à dominance argileuse, ou bien est-ce qu'il est à dominance loameuse, c'est-à-dire mélangé. Il y a des proportions du sable, des limons et des argiles avec des proportions différentes. Donc la texture, elle est déterminée par l'analyse granulométrique sur la partie de la terre fine. On ne la fait pas sur la totalité des éléments, ça ne sert à rien d'analyser les cailloux, ça ne peut pas se faire. Donc on va tamiser le sol, on enlève les cailloux et les graviers, et la terre fine qui reste, c'est-à-dire tout ce qui est inférieur à 2 mm, on le garde, et l'analyse granulométrique, on la fait sur cette fraction, cette terre fine, ou bien cette fraction fine de Donc, pour déterminer la texture, donc une fois qu'on a fait l'analyse granulométrique, on va reporter les résultats sur ce qu'on appelle un diagramme de texture. Un diagramme de texture, c'est un diagramme avec des coordonnées trilinéaires
Comme vous pouvez le constater, vous avez 3 dimensions. Ici, vous avez en horizontal, c'est les échelles du sable. Le point où j'ai mis le curseur ici, c'est 0. Ça veut dire que je n'ai pas de sable. Et quand je suis ici, ça veut dire que j'ai 100% de sable. Donc, au fur et à mesure que j'évolue dans ce sens, sur cette ligne, j'ai 100% de sable. Donc là, c'est le pôle stable. Ici, c'est 0. Et puis après, les argiles, je vais les mettre sur l'autre échelle. Donc ici, 0 argile, ici, 100% d'argile. Et bien sûr, les limons, on les met sur la 3e échelle. Ici, 0 limon. Et on voit la flèche. Et il va nous amener jusqu'à 100% de limon. Donc voilà les coordonnées de ce diagramme trilinéaire de ce qu'on appelle le diagramme des textures. Alors, comment on fait? On prend l'analyse granulométrique qu'on a fait, par exemple, le petit rond rouge. C'est un sol pour lequel on a fait une analyse. Donc, c'est un exemple de sol A, par exemple, c'est celui-là. Et regardez, il contient combien de sable? Voilà l'échelle des sables. Il contient 47% de sable. Le voici. Vous avez ici l'échelle 50. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Et il contient 47% du sable. Donc ici, c'est 0%. Ici, c'est 100% de sable. Donc j'ai 47% du sable ici. Deuxièmement, il contient combien d'argile? J'ai l'échelle des argiles ici. Voilà, 10, 20, etc. Voilà, je suis à 18. Donc ce sol, il contient 18% d'argile. Et enfin, le pourcentage restant, c'est les limons. Le voici en orange. L'échelle des limons, 0% limon. Ici, 100% de limon. Donc, je suis à une échelle de 35% de limon. Donc voilà, j'ai l'analyse granulométrique, j'ai reporté les résultats ici, et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que ce sol, il est composé de limon. Ce qui fait, c'est l'élément limoneux qui domine, même s'il y a du sable, c'est les limons qui donnent l'importance du sol. C'est pour ça qu'on ne peut pas déterminer à partir de résultats comme ça directement la texture du sol, il faut reporter les résultats sur ce diagramme. Alors bien sûr, si les coordonnées tombent ici, le sol est argileux. Si il tombe ici, il est argile sableuse, limon-argileuse, limon fin, etc. Ici, c'est que du sable, des limons sableux, etc. Donc, en fonction de la surface sur laquelle les coordonnées d'un sol vont se retrouver, on va déterminer sa texture. Donc, la texture se détermine par le diagramme des textures et pas autrement. Voilà, le sol A, il est de texture limoneuse, comme je viens de vous le dire. Alors, la structure du sol, c'est le mode. Si la texture, c'était la composition granulométrique, la structure, c'est comment ces éléments, les argiles, les limons et les sables, comment ils s'organisent, quel est le mode d'agencement de ces particules autour, bien sûr, des particules colloïdaux qui sont les argiles. Donc, il y a une structure qui va apparaître et ça dépend donc de la forme d'agencement et de leur taille, l'importance respective des vides, c'est la porosité, et la résistance de ces liants, bien sûr, aux éléments de la structure du sol. Alors, on va voir des structures qui sont de ce type. Lorsque vous avez que du sable, on va parler d'une structure particulière. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'argile. Donc, c'est un sol qui va être très mauvais, étant donné qu'il n'y a pas d'argile. Les sables sont meubles, ils bougent, ils ne sont pas stabilisés. Donc, on va parler ici d'une structure particulière. Si vous avez beaucoup d'argile, regardez, les sables ils sont noyés dans une masse d'argile. C'est un sol qui est très compact, très mauvais. C'est un mauvais sol, comme le sol. Le sol sableux, il retient l'eau. Il ne retient pas l'eau, pardon. Par contre, le sol argileux, compact, il ne permet pas une libération facile de l'eau. Il le retient avec de grosses forces. Et l'eau ne peut pas pénétrer facilement dans ce sol. Donc c'est une structure compacte, il est très mauvaise. Par contre, ici, regardez, il y a des argiles qui vont lier les grains de sable, on les voit ici. Et regardez, il y a beaucoup de vide. Donc on peut les constater. Si le premier, ce sont de très mauvais, pas ou très peu d'argile pour une structure particulière sableuse.
pas ou très peu de sable sur une structure compacte argileuse. Ici, vous avez un équilibre, un très bon équilibre entre le sable et les argiles, et qui vont libérer des espaces libres ici qui sont vides, qu'on appelle des pores, et ces pores ils vont être remplis avec soit de l'eau quand il pleut, quand on arrose, soit avec de l'air. Donc le sol il va être très bien aéré. Donc cette structure, c'est une structure équilibrée entre le sable et l'argile, et c'est la structure la meilleure qui puisse exister à ce niveau-là. Donc voilà, sur cette figure, vous avez donc un récapitulatif de ce qu'on vient de voir, la texture et la structure du sol. La meilleure, c'est un juste équilibre, c'est lui au milieu, entre les structures, entre le sable et les argiles, qui sont ici, ce sont de très mauvais. Le premier, il est très filtrant, il ne retient pas l'eau, c'est le sol sableux. Ici, à gauche, c'est un sol argileux qui est lourd, qui est imperméable, il est asphyxiant pour les organismes vivants, alors que le sol au milieu, il va avoir une structure équilibrée, limono-argileuse, qui est excellente, il est grumuleux, il est stable, il est durable, il est fertile parce que les colloïdes, qui sont les argiles, vont retenir les sels minéraux, ils vont retenir l'eau, et ils laissent des vides ici qui vont être remplis par de l'eau et par de l'air. Donc, ceci va déterminer une microporosité. C'est les petits pores très petits, on va les définir par la suite. Et la macroporosité, c'est des pores qui sont plus gros. Et le complexe argilo-humique, ce sont donc les colloïdes. Et regardez, vous avez un réseau aéré et bien traversé par l'eau et qui est un sol donc fertile et très riche. Alors, ça va nous amener à la troisième propriété du sol, c'est la porosité. La porosité, donc, il est déterminé par la structure et par la texture du sol, c'est-à-dire les propriétés physiques qu'on vient de voir. La porosité, c'est la troisième propriété physique du sol, et il est déterminé par le volume total des espaces laissés libres par les agrégats et les particules solides qu'on vient de voir. C'est-à-dire ces vides qu'on va voir, c'est ce qui détermine la porosité. La porosité, il est déterminé par, donc par ces éléments-là, et il va conditionner est-ce que l'air et l'eau peuvent circuler facilement, mais aussi les animaux qui vivent dans le sol, est-ce qu'ils peuvent bouger, est-ce qu'ils peuvent traverser le sol entre les petits vides qui sont ainsi constitués. Donc voilà un petit schéma qui illustre donc ces aspects-là. Vous avez ces agrégats formés par les argiles et par les sables. Et vous avez ces vides qui peuvent être soit remplis par de l'air, soit par de l'eau. Et regardez, vous avez les racines des plantes, ils vont évoluer là-dedans, donc ils peuvent facilement s'enraciner et bien sûr absorber les sels minéraux qui vont être retenus par ces agrégats, par les argiles et par les colloïdes organo-minérales du sol. La perméabilité donc d'un sol et sa capacité à laisser passer l'eau vers les couches inférieures. Donc plus le sol est perméable, plus il permet à l'eau d'aller vers la profondeur. Et bien sûr, ça permet aux racines d'avoir une bonne réserve de l'eau dans le sol. Alors, un dernier point qu'on doit développer, c'est la capacité de rétention en eau. Il correspond à la quantité d'eau retenue par le sol après ressuyage. Quand vous arrosez un sol ou bien après une pluie, tous ces vides ils vont se remplir d'eau. Mais immédiatement après l'arrêt de l'arrosage ou bien après l'arrêt de la pluie, ces vides ils vont se vider de l'eau et se remplir de nouveau de l'air. Et bien sûr, il y a une partie de l'eau qui va rester retenue, qui va être stabilisée dans le sol. C'est elle qui va être utilisable par les plantes. Donc les plantes, ils ne peuvent pas utiliser toute l'eau. Regardez, dès qu'on arrête l'arrosage, ces gros vides, ils vont se vider, se remplir d'air. Et il va rester une petite partie qui va être dans les colloïdes, on va le voir rapidement dans les propriétés suivantes, et qui va donc être disponible pour les plantes, pour leur alimentation hydrique et la porosité, donc on vient de le voir, elle dépend de la texture et de la structure du sol. Alors on distingue deux choses. Tout d'abord, la porosité totale, il faut bien retenir ceci, c'est le pourcentage d'espace libre dans un volume de sol donné. C'est l'ensemble des vides qui sont laissés dans un sol par la structure et par la texture. Et il est composé de deux formes de porosité. Tout d'abord, une macroporosité, qu'on appelle aussi porosité non capillaire, c'est-à-dire
que l'eau, il va être libre, il ne peut pas être retenu. Donc capillaire, c'est-à-dire absence de force de capillarité. Donc elle correspond aux pores les plus gros, diamètre supérieur à 8 microns. Cette porosité laisse couler l'eau de gravité et se remplit d'air. L'eau n'est donc pas retenue par des forces de capillarité. L'eau, il est libre. C'est pour ça que lorsqu'on arrête l'arrosage, ou bien lorsqu'on arrête, ou la pluie s'arrête, eh bien, cette eau, il va, cette macroporosité, il va se vider. Et l'eau qui va être contenue là-dedans, c'est elle qu'on appelle l'eau de gravitation. C'est-à-dire que l'eau qui n'est pas retenue. Dès que l'eau s'arrête par son poids, par les attractions de la Terre, les forces d'attraction, cette eau va gravitaire, il va aller en profondeur. Donc ça, c'est la première forme de porosité. Puis vous avez ce qu'on appelle une microporosité. Une microporosité, c'est une porosité capillaire. C'est-à-dire, dans cette porosité, le diamètre qui est inférieur à 8 microns, il permet d'avoir des forces de capillarité. Lorsque vous avez un tube avec un diamètre très fin, il y a des forces qui retiennent les éléments qui contiennent, c'est surtout de l'eau. Donc, il retient une partie de l'eau par capillarité. Donc, quand ils sont remplis, et après l'arrêt de la pluie ou bien arrêt de l'arrosage, ils restent remplis avec de l'eau. Donc, cette eau, étant donné qu'il reste retenu dans le sol, dans la microporosité, elle va constituer ce qu'on appelle la capacité de rétention. Combien d'eau peut retenir un sol? Il dépend bien sûr des argiles, il dépend des colloïdes qu'il contient, parce que c'est eux qui retiennent l'eau dans un sol. Si vous avez un sol sableux, eh bien, les pores ils sont très gros, c'est de la macroporosité, et l'eau, elle est surtout gravitaire. Donc, la capacité de retenue qui va être retenue, il dépend donc de la structure. Donc, vous allez ici avoir, regardez sur le schéma à droite, l'eau capillaire. Donc, les gros pores, ils contiennent de l'eau gravitaire, c'est la macroporosité, et de l'eau capillaire, c'est de l'eau qui est retenue par des forces. Cette eau capillaire, il reste disponible pour les plantes. C'est pour ça qu'elle représente la réserve hydrique. C'est-à-dire les plantes, ils se nourrissent de cette eau. Parce que l'eau de la macroporosité, il ne reste pas très longtemps après la pluie. Il est lessivé, il descend vers le bas. Donc les plantes, ils peuvent utiliser cette eau jusqu'à une certaine limite. C'est ce qu'on appelle le point de flétrissement, qui est à une limite de 16 atmosphères. Lorsque les forces capillaires atteignent 16 atmosphères, les racines ils ne peuvent pas développer des forces de scission supérieures à 16 atmosphères. Ce qui fait qu'ils peuvent absorber de l'eau de la macroporosité, l'eau capillaire, jusqu'à ce point de flétrissement. On l'appelle le point de flétrissement, parce qu'au-delà de cette limite, 16 atmosphères, les plantes ne peuvent plus puiser l'eau dans le sol, et si ça dure très longtemps, ils vont se fléchir et se faner et mourir. C'est pour ça, cette limite, c'est le point de flétrissement. Puis après, alors, entre la capacité de la microporosité et le point de flétrissement, vous avez la quantité d'eau disponible pour les plantes. C'est ce que les plantes sont capables de puiser. Au-delà, vous avez de l'eau dite hygroscopique, c'est-à-dire soit qui est retenue par des forces supérieures à 16 atmosphères, donc c'est dans les pots, ou bien c'est de l'eau qui fait partie de la roche. De la roche-mère, il y a de l'eau, et cette eau, il n'est jamais exploitable par les plantes, ils ne peuvent pas y accéder. Donc ça donne deux parties. Au-delà du point de flétrissement, tout ce qui est au-dessus, c'est de l'eau disponible, c'est la capacité de réserve hydrique. Au-delà, c'est de l'eau non disponible. Si on peut analyser ici quelques exemples, dans une structure particulière, vous avez, c'est-à-dire sableuse, donc les éléments grossiers, c'est essentiellement du sable qui compose cette structure. Le complexe argilo-humique, donc les colloïdes, ils sont très peu nombreux. Et les propriétés, vous allez avoir une très faible rétention de l'eau, une porosité élevée, donc le sol est très aéré, il ne retient pas l'eau, une faible rétention des ions, donc il va être un sol très lessivé, donc il est très mauvais et très peu fertile. Un sol compact, au contraire, il contient beaucoup d'argile et d'éléments fins. Les complexes argilo-humiques sont très peu parce que le sol est compact, il est tassé, forte rétention de l'eau, c'est de l'argile traîne. Quand il est mouillé, vous savez que ça retient l'eau, il ne peut pas lâcher facilement pour les plantes. La porosité est faible, il y a très peu de vide,
résistance à la pénétration des racines, donc ils vont asphyxier les racines, ils ne vont pas les permettre un bon enracinement, et bien sûr, ils ne retiennent pas les éléments nutritifs minéraux. Puis après, vous avez la structure grumuleuse ou bien fragmentaire, c'est la structure équilibrée, où il y avait mixte, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des argiles, des limons que des sables, et vous avez beaucoup de complexes argilo-humiques, les colloïdes, soit argileux, soit l'humus. Et enfin, c'est une forte rétention de l'eau, une bonne porosité permet une bonne pénétration des racines et une forte rétention des eaux. Alors on voit bien comment les caractéristiques physiques, structure, texture et porosité sont très importantes pour la fertilité d'un sol et pour un bon développement des plantes, notamment dans ces milieux. Alors, deuxième volet de ces propriétés des sols, propriétés chimiques. Alors, je vous ai mis cette photo avec un tube à essai, avec une solution du sol. Eh bien, les éléments minéraux, ils sont solubles dans l'eau. Et c'est de cette façon-là que les plantes, ils vont pouvoir les puiser, vont pouvoir les utiliser. Alors, il y a deux propriétés chimiques importantes. Tout d'abord, le pouvoir d'absorption. Quelle est la capacité d'absorption en sels minéraux d'un sol? C'est le pouvoir d'absorption, donc c'est une propriété purement chimique. Et de cette propriété purement chimique, on va déterminer une seconde propriété, c'est le pH d'un sol. Le pH d'un sol, il est très important. Est-ce qu'il est acide? Est-ce qu'il est basique? On va voir ceci rapidement. Alors, le pouvoir d'absorption d'un sol, vous savez que le sol, donc, c'est un complexe argilo-humique, donc il y a des argiles et il y a donc de l'humus. Donc ce complexe argilo-humique, il est formé donc ce sont les colloïdes. C'est une association de colloïdes organiques, l'humus, et de matières inorganiques, argiles, minéralogiques, qui proviennent de la roche-mère. Donc si vous prenez une roche-mère, les feldspaths, les micas, ils donnent ils vont donner des argiles. Alors ce complexe argilo-humique, chimiquement, il a une charge négative. Donc il est chargé négativement. Ce sont des feuillets et ils portent des charges négatives. Et vous avez des ions minéraux qui, eux, ils ont une charge positive. Le calcium, le potassium, le magnésium, l'ion hydrogène aussi. Il a une charge positive. Donc, ces éléments-là, on les appelle des bases échangeables. Bases parce qu'ils ont une charge positive. Et bien sûr, échangeables parce qu'ils peuvent se fixer sur les argiles et l'humus, le complexe argilo-humique, et être libérés. Il peut se fixer après minéralisation, ils peuvent être libérés et absorbés par les plantes. Donc, ils constituent leur nutrition minérale. Donc, il y a un lien entre ces bases échangeables et l'humus et les argiles entre eux. Donc, ça fait un ensemble qui est représenté sur le schéma en bas. Donc, ça, c'est le complexe argilo-humique, c'est les argiles et l'humus. Et regardez tout autour, ils sont chargés négativement, bien sûr, et ils sont tout autour, ils portent des charges, des ions qui sont une charge positive, ce sont les bases échangeables. Et regardez des flèches qui vont dans les deux sens, c'est-à-dire que le lien n'est pas définitif, il est réversible. L'ion magnésium, il se fixe, puis après il est libéré, et après il forme une solution quand on se sent libre. Alors le risque, quand ils sont libres, c'est qu'avec la pluie, avec l'eau, ils peuvent être lessivés, ils peuvent être éloignés des racines, éloignés des complexes argilo-humiques de la surface. L'autre risque, c'est que l'ion hydrogène, qui est un ion qui n'est pas intéressant pour les plantes, mais il va occuper les sites où peuvent se fixer les calciums. Si ce sont les ions hydrogènes qui se fixent, eh bien, ce sont les bases échangeables qui vont être lessivées. Et si vous avez beaucoup d'ions H+, le sol, il va être un sol acide. Ça, on va le voir rapidement. Donc, le complexe ipsamment, il fixe de façon réversible les cations métalliques, c'est-à-dire les bases échangeables, calcium, magnésium, potassium, sodium. La capacité d'échange d'un sol, donc il dépend quelle est la quantité maximale de bases échangeables qui peuvent être fixées sur un sol et qui peuvent être échangées entre une plante, par exemple, entre la solution du sol et entre ce complexe absorbant que sont les colloïdes. Donc voilà un schéma, vous avez donc les acteurs, c'est les colloïdes, les complexes organominérales, et vous avez les racines des plantes, et ceux qui sont libres, ils font partie de la solution minérale du sol, ils peuvent soit être absorbés par les plantes, soit dissous et être entraînés, lessivés vers le bas. Alors, les éléments non fixés ou retenus par
le complexe absorbant qui est schématisé ici, vous en avez un petit, vous en avez un grand ici, ils vont s'éloigner des racines des plantes. Donc on parle, dans ce cas-là, on peut avoir soit un complexe absorbant saturé, quand tous les ions fixés sont des bases échangeables. Et ça, c'est très intéressant pour les plantes. Regardez les racines, ils vont échanger les sels minéraux entre les complexes, et quand ils absorbent de l'eau, ils absorbent aussi les sels minéraux. Si les colloïdes ne le font pas, ils vont être lessivés. Donc, si on a un complexe saturé comme ici, plein de bases échangeables, beaucoup de calcium, beaucoup de magnésium, potassium, sodium, eh bien, on va parler d'un complexe absorbant saturé. Il n'est rempli que par des bases échangeables. Donc, c'est un sol qui va être un sol intéressant. On va parler dans le deuxième cas, complexe absorbant plus ou moins désaturé, c'est-à-dire il n'est pas rempli. Eh bien, il va être rempli par quoi? Il va être rempli par des ions H+. Les ions H+, ils font la concurrence. Il y a une course entre les ions H+, et les bases échangeables, qui va se lier le premier avec le complexe absorbant. Et bien, s'il y a beaucoup d'ions H+, qui se fixent sur le complexe absorbant, les bases échangeables ils vont être lessivées, entraînées vers le bas, loin des plantes. Et du coup, on va se retrouver avec deux cas de figure. Un complexe absorbant, il va donner un sol basique, à pH élevé, très intéressant, très riche, très fertile. Et un complexe absorbant plus ou moins désaturé, il va donner un sol plus ou moins acide, parce que vous avez beaucoup d'ions H+. Les ions H+, il faut diminuer le pH, et vous aurez un pH acide, et vous aurez des sols qui vont être acides. Des sols acides qui vont être de très mauvais sols. Très mauvais sols. Pourquoi ? Parce qu'avec l'acidité, il ne facilite pas le travail des organismes vivants qui vont jouer le rôle de minéralisateur de la matière organique. Les bactéries, les champignons, ils vont souffrir avec l'acidité. Ils ne vivent pas dans des milieux acides. Ils vivent dans des milieux basiques. Donc un milieu basique est excellent, il est très bon, fertile. Un sol avec un complexe absorbant désaturé, ça veut dire qu'il n'y a que des ions H+, qui sont fixés, ou bien un petit peu de bases échangeables aussi, mais ça va donner un sol plus ou moins acide, très bon. Alors, deuxième propriété, c'est le pH. Alors le pH, il est issu du résultat de la saturation du complexe absorbant. On vient de le voir, et là, le pH, il est lié donc à la quantité d'ions H+, en solution, et il dépend aussi des ions H+, échangeables. Est-ce que j'ai beaucoup d'ions, si j'ai beaucoup d'ions H+, qui sont fixés, c'est les bases échangeables qui vont être lessivées, et j'aurai un sol acide. Si c'est les bases échangeables qui sont fixées, eh bien c'est l'ion H+, qui va être lessivé, et le sol va être plus basique. Alors, on va arriver au résultat suivant. Je vous laisse lire le reste. Les sols calcaires sont généralement des sols basiques, c'est normal. Ils contiennent beaucoup de calcium, Ca+. Alors, si le pH est supérieur à 7, on parle de sol basique, donc un complexe absorbant saturé en base échangeable. Si vous avez un pH égal à 7, il est neutre, c'est normal. pH compris entre 5 et 6, c'est des sols qui sont moyennement acides. Si vous avez un pH qui est inférieur à 3, donc il est compris entre 3 et 5, pardon, le sol est très acide, donc un complexe absorbant très ou totalement désaturé.